Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Et aujourd'hui, je vais vous parler, dans cette période de l'Akba Omer, où nous sommes tous mus par quelques connaissances de Rabbi Shimon Bar Yochai, du guerrier Bar Korban, d'un événement qui est peut-être passé sous silence et qu'il est intéressant de connaître. La guerre de Kittos, ou révolte des exilés, en hébreu se dit Mered Agalouyot ou Mered Atfutzot. Il s'agit, mes amis, d'une insurrection quasi générale et simultanée des Juifs contre les Romains, pas essentiellement en Judée, mais surtout dans les différentes villes de Mésopotamie. Mésopotamie, de ce qui est la Libye aujourd'hui, et Alexandrie en Égypte. Cette révolte a lieu de 115 à 117 de l'ère vulgaire, au cours des campagnes qui seront menées par l'empereur Trajan contre l'Empire parthe. L'Empire parthe, c'est, si vous voulez, un peu ce qui ressemblait à l'Empire perse antique. Et comment je dirais, cette insurrection, elle naît dans les cités à forte composante juive de l'Empire parthe, de l'Adiabène et de l'Osroène. Ce sont Adiabène et Osroène des régions qui sont entre la Turquie et la Turquie et l'Irak, entre la Syrie et l'Irak, entre la Turquie et la Syrie. La révolte s'étend aux cités du pourtour de la Méditerranée, comme je vous le disais, en particulier Cyrène, la Libye, Alexandrie, l'Égypte et Chypre. Il y a très peu de sources qui parlent de cette révolte en Judée et Galilée. Il s'agit de l'une des révoltes les plus amples dans l'histoire de l'Empire romain, et il faudra plus que le seul général Lucius Quietus, d'où le nom de la révolte Quietos, du nom de ce général, qui viendra pour la réprimer. Elle n'a cependant pas eu le même impact pour l'historiographie que la Grande Révolte, entre 66 et 73 de l'ère vulgaire, où le temple sera détruit, ni que celle de Bar Korba, en 135, que beaucoup d'entre nous connaissent. De nombreuses sources, y compris juives, l'ignorent totalement. Si je vous parlais des premiers soubresauts de la révolte, on ignore les causes profondes, tout comme les prétextes immédiats de cette révolte. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle se déclenche dans le contexte de la guerre parthique de Trajan, dans un premier temps à Cyrène, en Libye, puis en Égypte, à Alexandrie, et plus tard à l'automne 115, tel que nous le rapporte l'auteur, l'historien romain Eusèbe de Césarée, à l'automne 115-116, au moment où débute le siège d'Atra. C'est pareil, c'est une région entre la Syrie et la Turquie. Là aussi, ces événements nous sont ramenés non seulement par Eusèbe de Césarée, mais aussi par ce Romain, homme politique et historien qui s'appelle Dion Cassius. Que nous dit-il? L'empereur engage une campagne contre les Parthes à partir d'octobre 113. Il prend comme prétexte le viol du traité de Randeia, établi en 63 par Néron, l'empereur Néron. Khosrow Ier de Parthie a en effet placé à la tête du royaume d'Arménie un bonhomme du nom de Parthamin Ziris, sans avoir auparavant prévenu les Romains maîtres de l'Empire, ni avoir reçu leur agrément. En réalité, selon notre historien romain, Dion Cassius, Trajan se met en guerre, mais surtout à la recherche de la gloire, et il se voit, n'ayons peur des mots, comme un nouvel Alexandre le Grand. Il a, et non des moindres, le projet de reconquérir l'empire d'Alexandre jusqu'en Inde et veut s'emparer donc du royaume parthe, c'est-à-dire de toute la Perse alors contrôlée par ceux qui vont donner le nom à cet empire, les Parthes eux-mêmes, et dont Rome s'estime légataire depuis la chute des Séleucides. Les Séleucides et cette partie des descendants d'Alexandre le Grand qui occupent le Moyen-Orient. Et donc,
En 113, Trajan rassemble ses troupes à Antioche, et en 114, l'Arménie est déjà prise. Il refuse l'allégeance de ce fameux Partamaziris et annonce que l'Arménie devient province romaine, à la tête de laquelle il placera un gouverneur romain. Peu après, le fameux roitelet Partamaziris est assassiné dans des circonstances confuses. En 116, Trajan descend le long du Tigre et de l'Euphrate jusqu'au golfe Persique, s'empare de Ctésiphon et de Séleucie, deux villes au sud, et instaure deux nouvelles provinces, la Mésopotamie au sud et la Syrie au nord. C'est alors qu'éclate la révolte qui l'oblige très vite à renoncer à toute nouvelle conquête plus à l'est. Vous vous rappelez, il veut arriver jusqu'en Inde, comme Alexandre le Grand. La révolte, la victoire est de courte durée. Le pays s'avère très difficile à tenir et les révoltes se multiplient dans les régions nouvellement conquises par Trajan, notamment au sein des populations juives de Babylone qui haïssent les Romains depuis, on le sait, depuis que Titus a détruit le temple de Jérusalem. Une grave insurrection judéo-parthe éclate donc un peu partout à travers le pays. Le général Lucius Quiétus est alors chargé de la réprimer, ce qu'il fait en peu de temps avec une dureté qui marque singulièrement les esprits du temps, pourtant accoutumés à la violence guerrière. Lucius rend également un fier service aux Romains en s'emparant des importantes cités révoltées à forte composante juive de la Diabène comme Nisib. Il conquiert aussi Édesse, qu'il fait raser jusqu'aux fondations pour la punir de sa révolte et dont il fait mettre à mort le roi Avgar VII, fils d'un roi Isatès d'Adiabène, qui s'est porté à la tête de cette révolte, je vous rappelle, avec beaucoup de cette composante juive. Cela permettra par la suite aux légions de repasser l'Euphrate sans risque. C'est donc dans le contexte de ces révoltes juives qu'à l'initiative d'un personnage dont on ne connaît que le nom symbolique, écoutez, c'est peut-être une découverte, El Kassai. Les chassot en hébreu c'est caché, mais aussi en araméen, El Kassai c'est la force cachée. Et ces révoltes, comme je l'ai dit, à l'initiative de ce personnage, El Kassai, va naître aussi en parallèle un mouvement chrétien d'origine juive que les hérésiologues chrétiens appelleront El Kassaïs. Ce mouvement semble créé par la réunion des Nazoréens de Mésopotamie. Les Nazoréens, ce sont des Juifs qui se seraient, emparés de l'idéologie christique en Mésopotamie. Les baptistes océans, là aussi, ce sont des Juifs à l'origine de ce baptiste-là, des Esséniens. Mais cette filiation est débattue parmi les historiens. Il se développe, mes amis, dans un premier temps en Mésopotamie du Nord, l'ensemble de ces mouvements. Son impact dans la révolte est difficile à évaluer. Est-ce à cause de la violence de la répression ou à cause de l'exécution de ce roi judéo-nazoréen? Certains disent que c'était un roi juif qui avait été mis à bas par le général Quiétus, ou bien pour d'autres raisons, toujours est-il, pour d'autres raisons, elle se dit, mais toujours est-il qu'à partir de ce moment, la révolte des villes juives, ou à forte composante juive, devient générale. Elles sont animées par des hommes qui sont reconnus, entendez bien, comme messies. Et le gros des forces est composé par des hommes que les autorités appellent des chrétiens, un nom nouveau pour désigner des messianistes juifs. En effet, les juifs de la diaspora commencent alors une révolte en Cyrénéique, la Libye, qui touche également très vite l'Égypte, et puis Chypre. À Cyrène, les rebelles, dirigés par une personne du nom de Lucas ou Andreas, puis semble-t-il un certain Shimon de Cyrène, tous deux reconnus comme messies. Ils détruisent de nombreux temples païens, parmi lesquels ceux dédiés à Hécate, Jupiter, Apollon, Artémis, Isis, ainsi que des bâtiments civils symboliques de Rome, tels que le Caesareum, la basilique et les thermes. Les habitants grecs et romains sont massacrés. Et en conséquence de quoi,
euh, malgré la répression très forte de Quiétus, la révolte s'étend et se généralise encore. En 117, l'Orient est en feu. Trajan nomme, comme je vous l'ai dit précédemment, ce Quiétus gouverneur de Judée avec le rang de légat consulaire, à charge pour lui de mater l'agitation des Juifs révoltés. Le nouveau légat finit par s'emparer de Lod, Lydda, où s'étaient enfermés les derniers rebelles juifs, qu'il fait tous exécuter jusqu'au dernier. Puis il s'occupe des bandes de pillards, ce qu'on appelait les zélotes, qui hantent encore le pays avant de marquer son triomphe en plaçant une statue de l'empereur dans les ruines du temple de Jérusalem. L'armée et l'empereur doivent finalement se retirer de Mésopotamie. L'ensemble de ces révoltes juives de 115 à 117 est connu dans l'histoire sous le nom de guerre de Quiétus ou de Kitos, du nom du général romain qui les réprima. Trajan meurt peu après le retrait de Mésopotamie, le 18 août 117, à Sélinus, en Cilicie, la Turquie actuelle. Et ses conquêtes et ses projets sont abandonnés par son successeur, qui deviendra célèbre, Hadrien. Lucius Quiétus reste au poste de gouverneur de Judée jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions et rappelé en Italie par Hadrien sous un prétexte quelconque, car celui-ci le voyait comme un rival potentiel. Il sera ensuite exécuté avec 3 autres importants sénateurs lors de ce qu'on appela plus tard l'affaire des 4 consuls à l'été 118. Quelles sont les conséquences de tout ce micmac géopolitique de révolte et d'insurrection? Alors, une autre conséquence est bien sûr l'échec de l'invasion de l'Arménie, de la Diabène et de l'Empire parthe par Trajan, nous l'avons vu. Pour un historien comme M. François Blanchetière, on ne saurait fixer avec exactitude l'époque et les raisons de la fin de la production littéraire judéo-hellénistique ancienne, alors que le judaïsme alexandrin s'éteint pratiquement avec la révolte sous Trajan. Conséquence de la répression sur le mouvement chrétien. La répression de ces mouvements juifs à forte composante messianique pourrait être la principale explication de l'ascendant que prend l'Église de Rome sur l'ensemble du mouvement chrétien peu après. En effet, il n'y a plus eu de répression à Rome depuis l'année 64, où Néron a accusé les Juifs de Rome d'avoir incendié la ville. Depuis lors, l'Église de Rome a strictement évité de se joindre aux nombreuses révoltes qui ont eu lieu dans la période 66 à 135. La répression de cette révolte raye de la carte les populations juives de divers contrées et en particulier les juifs messianistes d'Égypte et de Chypre. Elle supprime en même temps leurs centres religieux, leurs mémoires et leurs textes. La répression et les destructions massives qui ont accompagné les 3 grandes révoltes juives, celle de 66-73 au cours duquel le temple sera détruit, la révolte des exilés de Kitos 115 à 117 et la révolte de Bar Korba 132-135 pourraient aussi expliquer partiellement la perte des archives et de la mémoire dont le mouvement chrétien fut atteint. La répression en Diabène et la destruction totale de sa capitale, Édesse, et donc de ses archives a probablement joué un rôle dans cette perte de mémoire pour ce qui concerne les mouvements pré-chrétiens ou nazoréens de cette région. L'Église de Rome reste donc quasiment seule et intacte, alors que c'était la plus éloignée, tant géographiquement que linguistiquement ou culturellement, des centres où est né le mouvement, qui donnera naissance à ce que nous connaîtrons, le christianisme. Rome était tellement éloignée de la Galilée, d'Édesse, de la Samarie, de la Judée. Et pourtant, à partir de ce moment-là, va commencer à se tramer jusqu'à la déclaration de Constantin de la religion chrétienne comme religion d'État de l'Empire, va commencer à se tramer la puissance de l'Église de Rome. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. À très bientôt. Shalom, shalom.